Bonjour à toi cher spectateur, Utøya 22 juillet d'Eric Pope sort dans une période très particulière, pas forcément dans le sens où il sort dans un moment étrange, c'est simplement qu'il sort à peine un mois après la sortie d'un autre film sur le 22 juillet et l'incident qui s'est déroulé en Norvège. Et c'est très bizarre comme contexte parce que pour vous remettre un petit peu dans la manière avec laquelle il est sorti ce film, en gros, ça fait depuis mars qu'il est sorti en Norvège, donc bien avant le film de Paul Greengrass. Mais en France, chez nous, il sort quelques mois, voire quelques semaines en fait, après un autre film qui parlait de ça. Et du coup, nous, dans nos têtes de spectateurs, on se dit c'est bizarre qu'un film norvégien sorte après un film américain sur des événements norvégiens. Le résumé pour faire simple, le 22 juillet 2011, vers 11 heures, une bombe explose dans le quartier ministériel d'Oslo. Quelques heures plus tard, une petite île au large de la Norvège va se retrouver plongée en plein chaos. Nous allons suivre Katja, qui va essayer de survivre à ce qui semble être une attaque terroriste. Remis dans ce contexte-là, le film a dans nos têtes une évocation pas forcément si singulière que pouvait l'être le film de Paul Greengrass. Mais si malheureusement, le film de Paul Greengrass est passé tout de même assez inaperçu sur Netflix. Mais pour moi, le film d'Eric Pope est beaucoup plus clair dans sa démarche que le film de Paul Greengrass. Paul Greengrass a fait un film comme il a fait Vol 93. Sauf qu'il a fait un film comme Vol 93 sur un événement qui n'a pas touché les Américains. Donc, le film d'Eric Pope a tout de suite une symbolique beaucoup plus forte. Et au-delà d'avoir une symbolique beaucoup plus forte, je trouve que le film de Eric Pope est plus tranché dans sa démarche, plus tranché dans son envie de parler de l'être humain au sein de cet événement, et plus tranché dans son envie de portrayer de cette manière-là l'événement. C'est un film qui est impressionnant, qui risque de vous glacer les chines tellement il est bien foutu, et de vous rappeler qu'une expérience de cinéma, ça se fait pas forcément avec de l'hyper-réalisme de mise en scène, c'est-à-dire avec des effets de montage, de cadrage, etc., comme le fait si bien Paul Greengrass. Ça peut être tout simplement fait avec une idée, mais qu'on tient tout du long du métrage. Et j'en parlerai après de cette idée, parce que cette idée, pour moi, elle est géniale et elle rend le film hallucinant de maîtrise. Mais au-delà de ça, Eric Pope vient de nous livrer un véritable coup de poing dans la gueule et nous rappelle qu'une œuvre de cinéma, c'est avant tout une nécessité de transmettre des choses au spectateur et de savoir parler d'un événement avec les tripes. S'inspirer de la réalité pour créer quelque chose de terriblement vrai, qui marque le spectateur, est une chose terriblement complexe et terriblement difficile à rendre crédible, mais pourtant, certains auteurs décident de prendre le risque pour provoquer un sentiment fort, une expression, un geste qui influencera le regard du spectateur. C'est ainsi qu'Eric Pope a eu l'envie et le besoin presque de parler du 22 juillet, à peine quelques semaines après le film de Paul Greengrass, donc sorti sur Netflix, mais ici, Pope est clairement plus radical dans sa démarche et propose une version intense, unique en son genre et passionnante même, d'un récit malheureusement vrai, mais surtout humain. En termes d'écriture, c'est écrit par Anna Backewing et c'est également écrit par Siv Rajendran Eliasson. Et on sent que ces deux auteurs, ils ont été marqués par ce qui s'est passé. C'est indéniable que ça les a touchés personnellement, mais il faut se remettre aussi dans le contexte. En France, ça a été très peu médiatisé le 22 juillet 2011. Il y a très peu de médias français qui en ont parlé, alors que c'est un événement qui, là-bas, est considéré comme historique. C'est l'équivalent de notre 13 novembre. C'est cette bascule vers un état de pensée où on peut être touché sur notre propre territoire. Et là, en plus, c'était même pas Daesh comme ça a été le cas chez nous en France où ça avait une envergure internationale. Là, c'était chez eux. C'était juste un mec qui était totalement excentré en termes de politique et qui voulait éradiquer de la jeunesse. Voulait simplement mettre à bas toute une bande de jeunes, histoire de mettre en avant des idées politiques. Et on sent que les deux auteurs ont été marqués par ça. Tellement marqués que du coup, pour moi, il y a un énorme problème qui se dresse dès le début dans cette écriture et dans ce film, c'est qu'on n'est pas dans du cinéma qui se veut être lyrique, humaniste, ou je ne sais quelle autre démarche en termes d'écriture, c'est simplement un scénario qui veut être le plus viscéral possible. Et pour moi, en soi, ça peut être une très bonne idée si c'était très bien maîtrisé. Le souci, c'est qu'ils ont écrit ce scénario en mettant en parallèle de ça une démarche artistique qui était très tranchée. Une démarche artistique qui demande de créer des gros fragments marquants pour le spectateur, mais de ne pas non plus trop s'éparpiller parce qu'on est sur un film de 1h30, donc qui se veut être en temps réel par rapport aux événements, et au-delà du temps réel, sur un espèce de schéma qui va obliger les deux auteurs à absolument encastrer leurs personnages dans des événements qui doivent être marquants, mais qui doivent être tellement marquants que lorsque l'on arrive à la fin, on se souvienne de ces scènes-là, et pas uniquement d'un petit bout qui durait 72 minutes où ils sont passés d'un point à un autre et et fin.
Et c'est ça en fait qui est très difficile, c'est que ils arrivent à créer des scènes marquantes, mais au milieu de tout ça, il y a beaucoup de maladresse. Bakewing et Elysian nous offrent ici un récit extrêmement simple. Le but n'est pas de créer quelque chose d'hyper original dans la démarche ou la narration. Le but est simplement de développer une tension, de faire en sorte qu'elle ait une forme assez juste pour que le spectateur reste accroché à cette œuvre. Le scénario donc est loin d'être parfait, même très loin, souffre de quelques longueurs un peu trop forcées, d'une pléthore de maladresse d'écriture, dans la composition de certains personnages, dans la manière avec laquelle certaines séquences sont développées, bref, c'est loin d'être vraiment réussi. En termes de mise en scène, donc là je peux vous parler de la vraie démarche artistique du film, le film est un plan séquence. Un peu trafiqué, certes, avec je crois 5 coupes qui peuvent être visibles si on y fait vraiment gaffe, mais honnêtement, faut faire gaffe, parce que moi, les 5 coupes, je ne les ai pas vues la première fois. Il a fallu vraiment que je me remémore le film et que je me dise « Ah oui, là, c'est vrai qu'on va au sol, là, c'est vrai qu'on tape dans un personnage, là, c'est vrai qu'on a un léger accord. » Mais en vrai, le film a réellement été tourné en plan séquence. C'est-à-dire qu'ils ont fait 5 jours de tournage où ils tournaient chaque jour un plan séquence. Et le film est un mix de ces 5 plans séquences. C'est une démarche qui est hyper intéressante. La dernière fois que j'ai vu une démarche aussi tranchée, c'était Victoria, un film allemand qui est sorti il y a 5-6 ans, je crois, qui avait vraiment cette même démarche, où là par contre c'était un vrai plan séquence. Il n'y avait pas de coupe, ils avaient fait ça en une seule fois, ils avaient tout chorégraphié au millimètre près, et paf, on tourne. Là, on sent que c'est un petit peu plus travaillé, et on sent que la démarche, elle est vraiment de l'ordre du viscéral, de se plonger, de se mettre quasiment à la place d'une personne qui serait au ras du sol avec ces personnages-là, et qui devrait supporter la pression de se dire « je vais me faire attraper par ce mec-là, il va me buter, c'est bon, je vais lever la tête, c'est mort ». C'est très intéressant comme démarche parce que on est quasiment proche d'une démarche qui veut être du cinéma interactif. Je prends un exemple tout bête, mais j'arrête pas de le citer, mais pour moi c'est assez symptomatique de ça. On dirait vraiment la même démarche que pour Detroit Become Human, cette envie de vouloir partager au travers d'un art qui voudrait avoir une distance avec le spectateur, quelque chose de très proche, où vraiment il va y avoir une interaction entre l'écran, la manette, ou la pellicule et le spectateur. Et c'est très intéressant de voir des œuvres qui veulent de plus en plus mettre à profit le spectateur dans la démarche artistique, lui demander de vraiment ressentir les émotions. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'œuvre de Rick Pope. Dites-vous bien que 5 jours de tournage ont suffi à donner lieu à cet extraordinaire plan séquence de 1h30 qui impressionne et s'impose comme une véritable performance de création audiovisuelle, un grand moment de cinéma pour l'année 2018, un moment qui s'impose comme marquant pour les spectateurs qui verront cela. Marquant dans le sens historique et la reconstitution minutieuse de l'événement de la part du cinéaste norvégien, mais également marquant parce que l'auteur a l'ambition de proposer quelque chose de terriblement réaliste autour d'un événement qui l'est tout autant, soit une vraie prise de risque en tant que réalisateur, mais également en tant qu'auteur. Alors en termes de casting, il faut savoir que tous les acteurs sont des non-professionnels. C'est leur premier rôle à l'écran. Moi je trouve qu'honnêtement, ils s'en sortent pour la plupart bien. Il y a quelques petites maladresses de jeu, il y a quelques instants où on se dit qu'ils ne sont pas extraordinaires, mais dans la grande majorité, ils s'en sortent tout de même vraiment bien. Je citerai, rien que pour citer quelques exemples comme ça, Alexander Holmen, Brede Vristrag et Soros Sadat qui sont très bien, qui arrivent à imprimer des interprétations qui sont vraiment marquantes, alors que pour la plupart, c'est des rôles qui sont quasi tertiaires. Il y a 2-3 personnages qui sont secondaires, mais pour la plupart, c'est des rôles tertiaires qui vont apparaître à l'écran et qui vont disparaître d'un seul coup. Et pour moi, il y a cette actrice qui est parfaitement représentative de ça, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où elle est hallucinante, il y a d'autres moments où il y a des petites maladresses, mais il faut se remettre dans la tête que c'est des amateurs. Andrea Berntsen impose une prestation tout simplement impressionnante, même si dans les petits moments d'émotion, l'actrice en fait peut-être un peu trop, mais le reste du temps, elle est tout simplement stupéfiante. Au bout du compte, Utøya 22 juillet est un film qui est essentiel pour le cinéma norvégien, est essentiel par rapport à cet événement. En France, je pense que le film aura malheureusement pas l'impact qu'il mérite parce qu'on n'a pas assez parlé du 22 juillet et de l'impact historique que ça a eu sur la Norvège, mais c'est important d'en parler. C'est important dans le sens où c'est un film qui cristallise assez bien les problèmes politiques qu'on a actuellement dans le monde. C'est pas un film politique, je dis pas ça Utøya, c'est pas un film politique, même si dans son générique de fin, il y a un avis politique qui est donné. Pour moi, ça n'est pas un film politique, c'est avant tout un film humain, qui veut simplement montrer qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre l'humain de côté parce que des idées sont plus importantes. C'est pas le cas. Pour moi, c'est ça le vrai message de Utøya 22 juillet d'Eric Pope. Simplement de rappeler que l'être humain est essentiel, que c'est lui qui est à la base de tout, et qu'il ne faut juste pas oublier ça pour ne pas avoir des idées qui dérivent un peu trop et qui nous fassent voir le monde d'une manière qui soit absolument horrible, où on se dise qu'on puisse se séparer de quelques êtres humains
pour arriver à survivre. Donc vous l'aurez compris, Utøya 22 juillet d'Eric Pope, je vous le conseille largement de le voir en salle, c'est un excellent film, c'est une très belle œuvre de cinéma et c'est un très beau témoignage historique. A plus!